telle qu'elle court aujourd'hui risque fort de disparaître et c'est un danger auquel les bibliothèques doivent faire face. Y a-t-il des questions ? Oui, je voudrais revenir sur la notion d'usage réel dont vous avez parlé des utilisateurs par rapport à l'utilisation de ces outils-là, de l'illusion de compétences que ça a apporté. Et donc, pour partir plus loin sur la nécessité de formation, quelle part de formation prend chez vous, quelle part de travail pour les bibliothécaires prend la formation chez vous? Et y a-t-il des liens entre bibliothèques et facultés dans ce cadre-là? Oui, merci pour cette question qui est effectivement fondamentale. Lorsqu'on laisse l'usager se servir seul des outils, il a la conviction qu'il est efficace. Et je me souviens d'une anecdote il y a quelques années, j'étais à l'université de Genève qui est particulièrement riche en documentation et une chercheuse faisait une interrogation de base de données. Comme j'avais un peu de temps, je l'interroge en lui demandant ce qu'elle venait de faire. Elle me dit, je devais voir pour mon patron si effectivement sur ce sujet-là, il y avait déjà beaucoup de choses publiées, parce que s'il y a un grand nombre de publications, on ne va pas demander un financement d'une telle recherche, puisque les choses ont déjà été faites. Et je suis très heureuse, je n'ai trouvé que 4 ou 5 choses au niveau mondial, donc on va lancer le grand programme. Je regarde un petit peu ce qu'elle a fait, je l'invite à refaire un peu autrement la recherche qu'elle a faite. On a trouvé des milliers de références exactement sur son sujet. Elle avait cru faire une recherche efficace, elle n'avait pas utilisé les bons outils, les bonnes méthodes, elle était passée à côté de l'essentiel de ce qui l'intéressait. La formation, elle est essentielle. Pendant tout un temps, les bibliothèques se sont contentées d'organiser des visites, des informations, des fascicules, tout à fait insuffisants. Parfois, des formations sous forme de séminaires, c'était déjà un petit peu plus avancé, à la demande, où on expliquait comment fonctionne le catalogue, comment fonctionne telle base de données, etc. De plus en plus, je pense qu'il faut aller vers l'intégration de la formation dans le cursus. Et dans mon université, mais c'est le cas dans d'autres universités aussi, à peu près dans toutes les orientations maintenant, il y a un, voire plusieurs cours dans le cursus pour les étudiants sur l'exploitation des ressources documentaires. Et cette intégration dans le cursus doit aussi être une intégration avec les enseignants. Je ne pense pas qu'on puisse laisser le bibliothécaire seul responsable de la formation à l'exploitation documentaire. Ça doit se faire en véritable partenariat avec l'enseignant. Ce n'est pas l'enseignant seul, comme on faisait dans les facultés de philosophie et lettres avec les cours d'encyclopédie avant. Ce n'est pas le bibliothécaire seul. Il faut qu'il y ait vraiment un échange entre eux pour qu'ils participent à la formation de l'étudiant à ce niveau-là. Merci. À cela, j'ajouterais quand même qu'il y a des études récentes, et j'en ai vu encore quelques-unes récemment sur Internet, qui montrent que la qualité de la recherche ou la capacité de l'étudiant à chercher, globalement, n'évolue pas dans le temps. Elle est la même aujourd'hui qu'elle était il y a 10 ans, qu'elle était il y a plus longtemps. Indépendamment des outils, l'étudiant cherche globalement de la même manière. Mais ça n'empêche pas qu'il faille l'éduquer pour pouvoir faire face et profiter au maximum des nouvelles technologies et de leurs avantages. Y a-t-il une autre question? Madame? Donc on nous demande d'expliquer un petit peu ce qu'est Portico. Donc Portico, c'est un système qui essaye d'obtenir des accords avec les grands éditeurs pour assurer une conservation pérenne des publications qu'ils ont faites. Donc l'éditeur va payer une partie, va donner ses versions électroniques à Portico, qui va les conserver et s'engage à les conserver à très très long terme. Et les universités qui souhaitent bénéficier de cette garantie pour l'avenir peuvent prendre un abonnement, c'est là de nouveau coûteux actuellement, à Portico, et sont assurés que si l'éditeur disparaît, si la revue est perdue, s'il y a un orage qui fait exploser l'ordinateur d'Elsevier, rêvons, dans ce cas-là, il aura quand même accès à l'information auquel il avait accès auparavant grâce à Portico. C'est un modèle qui se met en place, qui a beaucoup de succès. De très nombreux éditeurs passent sur Portico ces années, depuis 2 ans à peu près. Je ne pense pas que ce sera la solution ultime. Je pense qu'en tout cas, en complément, il convient que les bibliothèques nationales qui sont là pour assurer la conservation de la publication d'un pays, dépôt légal, joue un rôle fondamental à ce niveau-là, et qu'au niveau des bibliothèques nationales de tous les pays du monde, on assure une conservation à très long terme de toute la publication électronique. On n'en est qu'au premier pas. Les Hollandais sont un peu en avance, je crois, par rapport à d'autres pays. Dans d'autres pays, certaines bibliothèques nationales découvrent qu'il existe des ordinateurs et des technologies dont M. Van Beens nous a parlé ce matin.
Merci. Le temps avançant, on ne va pas pouvoir continuer avec les questions-réponses. Ceci dit, je vous invite, pour ceux qui en ont, de nous rencontrer pendant la pause qui va avoir lieu maintenant. C'est bien volontiers qu'on répondra à vos questions. Et puis, après le dernier exposé également, nous répondrons à vos questions. Merci. À tout de suite. Après cette courte pause, nous allons avoir notre troisième exposé pour ce matin. Il nous sera présenté par M. Eppelboin, qui est directeur du service général d'ETIS à l'Université Paul et Marie Curie en France. Et il va nous parler d'un retour d'expérience sur l'utilisation de la mise en place de travail numérique, de travail assisté avec des technologies numériques. En fait, aujourd'hui, la technologie a tellement évolué que tout ce dont on peut rêver pour pouvoir collaborer, pour pouvoir produire du contenu, est devenu très simple et est accessible à tout le monde. Certes, on ne devient pas professionnel et spécialiste comme ça sur un claquement de doigts, mais il est relativement simple de mettre en œuvre l'infrastructure à un certain niveau et puis de l'utiliser seul avec des collègues ou dans un groupe. Et c'est de cela que M. Eppelboin va nous parler. Il était déjà venu l'année passée à l'édition précédente du campus numérique. Il nous avait dit toute sa satisfaction de son expérience à l'époque arrêtée à ce moment-là. Aujourd'hui, il va nous dire s'il continue sur la même voie ou pas, ou s'il y a d'autres observations qui ont été faites. Merci. Bonjour, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à venir vous parler une nouvelle fois sur les environnements numériques de travail. J'étais déjà venu l'année dernière, je suis très honoré que vous me fassiez revenir une deuxième fois. Et je voudrais maintenant aller un peu au-delà, ce ne sera pas à vous montrer voilà ce qu'on peut faire, c'est facile, on fait de très belles choses. Mais je vais vous montrer un peu notre réflexion, puis soulever le voile et vous montrer qu'il y a quand même beaucoup de cadavres et beaucoup de poussière derrière, que ce n'est pas si simple, qu'on rencontre des difficultés dans tous les domaines. Et tout ceci au travers de la mise en place de l'environnement numérique de travail dans mon université. Donc le plan, je vais très rapidement vous décrire ce qu'est l'Université Pierre et Marie Curie à Paris, que certains connaissent peut-être aussi sous le nom Paris 6. Je vais vous montrer la vision que nous avions, que nous continuons à avoir de l'environnement numérique de travail à l'université, mais vous comprendrez dans ma conclusion que nous en rabattons un peu parce qu'on se heurte à la réalité et au mur, et on va peut-être moins loin que nous le désirions. Et puis je vous raconterai les différentes phases, ce qui marchait pas, et comment on a évolué au travers de tout ça. Alors j'ai le sentiment, en racontant tout ça, que je vais enfoncer beaucoup de portes ouvertes. En fait, dans les difficultés qu'on a rencontrées, je pourrais dire qu'il y en a énormément. Je savais dès le début que c'était comme ça, mais c'est une chose d'en avoir une connaissance théorique, c'est une autre de les pratiquer, de les trouver, et de se mesurer à elles, et à chaque fois de trouver le moyen de les contourner sans, évidemment, les ignorer. Alors nous sommes en fait une université scientifique, nous le revendiquons très haut, les héritiers de la faculté des sciences de la Sorbonne. Mon propre laboratoire, il m'arrive encore d'y aller, va fêter l'année prochaine ses 200 années. Donc vous voyez, c'est une très vieille université, c'est une très grosse université, et une université scientifique et médicale. Vous donnez des chiffres quand même, c'est 4000 enseignants-chercheurs, la moitié du personnel dépend de grands organismes de recherche comme le CNRS et l'INSERM, c'est 3000 techniciens et ingénieurs, c'est 30 000 étudiants, 20 000 en sciences, 10 000 en médecine. Donc, et ça c'est important aussi pour comprendre parfois nos avantages et nos inconvénients, une université qui est orientée vers la recherche. Donc si on écoutait l'exposé de M. Thirion, c'est des gens qui sont obsédés par la publication, comme on en parlait tout à l'heure, par les impact factors, ça ils connaissent par cœur. Et nous offrons donc de cette façon-là une offre qui est très diversifiée au niveau du master et du doctorat, puisque vous voyez que nous avons 10 diplômes de master avec 60 spécialités, et au niveau des licences, c'est moins évident, c'est moins facile avec 10 diplômes, et des grandes cohortes d'étudiants que nous devons traiter. Pour vous donner une idée, notre université, c'est environ 750 thèses soutenues par an. Donc il y a une volonté forte affirmée par les 2 derniers présidents d'université de présenter des services personnalisés aux étudiants dans un espace numérique de travail. Et il y a 2 mots-clés pour définir ce que nous voulons tenter toujours de faire, c'est que dans la diversité des choses, des outils que nous offrons en ligne, nous continuons à avoir la volonté de donner une identification unique. Tout étudiant qui arrive à l'université, tout personnel a un identifiant et un mot de passe qui lui sont fournis, et on veut qu'à partir de là, il accède à tous les services. Et on veut en même temps, pas seulement donner l'accès à ces services, on veut les regrouper sous le même toit
d'une façon cohérente et personnalisée. Autrement dit, en fonction de la personne, de son profil, étudiant, chercheur, de ce qu'il fait, on veut lui présenter des choses qui sont différentes. Et c'est pour ça que j'ai mis un peu l'image d'un serveur, d'une serveuse dans l'univers. Une serveuse, vous demandez une publication, l'un va prendre un Coca-Cola, l'autre va prendre un thé, il faut que nous puissions lui offrir le Coca-Cola ou le thé. Ça, c'est la vision un petit peu idéale que nous avons. Alors, j'insiste, nous utilisons pour ça une technologie qui s'appelle un portail. Hein. Le portail, en fait, c'est quelque chose qui se présente, c'est un ensemble de choses qui se présentent dans une page web et où on s'identifie. C'est ça qui va donner le profil. Mais je voudrais, pour commencer, bien faire la différence entre un portail et un intranet. Dans un intranet, on s'identifie tout autant que dans un portail. Mais la grosse différence, et nous ne voulions pas faire un intranet, c'est que dans un intranet, on est identifié, on accède à une masse d'informations, c'est la même pour tous, elle est présentée de façon uniforme et identique. Et nos ambitions sont bien au-delà. Alors j'insiste bien parce que les portails, les environnements numériques de travail se sont développés dans énormément d'universités en France, mais un certain nombre se sont arrêtés en fait en réalité à un intranet présenté dans un portail. Donc ceci implique de regrouper des services existants et disparates. Il y avait déjà beaucoup de choses qui existaient en université. Il fallait essayer de les assembler ensemble avec des technologies différentes, avec des présentations différentes. Il fallait donc les modifier pour que ça marche ensemble. C'est parfois douloureux. Et la clé de base de tout ça, c'est de disposer d'un annuaire, au sens technique du terme, qui enregistre bien évidemment toutes les personnes, mais qui en même temps soit capable de gérer leur profil, je dirais, presque en temps réel. Et ça, vous allez voir, c'est la difficulté majeure sur laquelle nous sommes tombés en ce qui concerne notre université. Parce que ne pas pouvoir gérer cet annuaire en temps réel veut dire que nous ne sommes pas capables de présenter des profils adéquats en temps réel. Je vais y venir tout au long de cet exposé. Pour vous donner une idée à quel point c'est vraiment les autorités de l'université qui sont convaincues, je vous donne ici un texte qui est du président de notre université, qui est mis en entrée d'un document qui va être distribué aux 30 000 étudiants de notre université. Mais non seulement dans le cadre de l'université, l'ensemble des universités parisiennes sont regroupées en ce qu'on appelle une université numérique régionale, où il y a les 9 universités intramuros de Paris. Et ce document que nous terminons actuellement, qui va être publié à 250 000 exemplaires, contient une partie commune à toutes les universités et à l'intérieur, une vingtaine de pages où chacune présente son environnement numérique. Et ça, c'est l'introduction de notre partie à l'intérieur de celui-ci. Il sera distribué à partir du 25 juin à tous les étudiants des universités parisiennes. Donc je ne vais pas vous le lire, vous avez le temps de le lire, mais vous voyez bien que c'est vraiment quelque chose qui est défini de façon stratégique au niveau des universités. Bien, eh bien, commençons par le début et commençons par ce qui était décidé dans l'université. C'était quand nous avons décidé aux alentours de 2002-2003 de mettre en place une université numérique dans l'université. La première chose a été évidemment de rechercher une solution technologique. Et ça, c'est pas simple. Et ça demande beaucoup d'efforts. Et pour ça, nous sommes groupés à 4 universités de la région parisienne dans un consortium qui s'est appelé CEVIF. Et nous avons fait appel à une entreprise pour assistance à maîtrise d'ouvrage pour être capable de nous aider là-dedans. Nous avions dès le départ parfaitement pris conscience que nous n'avions pas la compétence pour gérer toute cette recherche. Donc ça s'est passé par l'étude de l'existant. Il existait à l'époque déjà 3 ou 4 technologies différentes qui étaient mises en œuvre par des universités en France qui étaient à la pointe par rapport aux autres. Et puis non seulement on devait nous accompagner dans ces choix technologiques, mais il y avait aussi une aide au démarrage dans l'université et nous en avions bien besoin. Le choix technologique s'est porté sur une technologie open source, j'ai le plaisir de le dire, qui s'appelle uPortal aux États-Unis, qui a été francisée sous le nom d'ESUP. C'est une technologie pour laquelle nous avons fait le bon choix, puisqu'à l'heure actuelle, 80% des universités françaises utilisent celle-ci, les autres sont quand même tombés relativement en désuétude. Et de plus, je dirais que uPortal, au niveau américain, est la technologie open source qui a été reconnue. Ils ont eu un Golden Award à la dernière conférence EDUCAUSE au mois de novembre. Et j'ai eu le plaisir, dans le grand show qui s'est fait, de voir qu'il y avait un pays qui était cité comme ayant particulièrement réussi et interviewé. C'était la France, où effectivement, ESUP a été capable de regrouper une communauté qui, à l'heure actuelle, va être bientôt de 2 millions d'étudiants qui utilisent ce portail. Donc les raisons qui ont fait ce choix sont un petit peu les raisons, je dirais, banales et classiques de l'open source. L'ouverture, la disponibilité des ressources, des sources pour adapter aux spécificités locales. Ça, c'est un point important. Si on veut faire des choses qui soient taillées pour les gens, il y a à chaque fois besoin de tailler, donc d'avoir des compléments par rapport à des technologies de base qui sont fournies soit par les constructeurs, soit en open source.
Des investissements financiers raisonnables, je l'ai mis entre guillemets parce que vous allez voir que le raisonnable, eh bien, il n'est pas si raisonnable que ça, parce que nous n'avons pas payé sous forme de monnaie sonnante et trébuchante, nous l'avons payé, nous continuons à le payer très lourdement sous forme d'investissement de personnel. Une technologie Java, je passe sur cet aspect technique, mais qu'il est très important en termes de qualité de fonctionnement. Donc une communauté internationale large et dynamique, une communauté française dynamique aussi. Et donc tout ça, c'était une garantie de développement et de pérennité pour l'avenir. Nous l'avons ouvert en octobre 2005. Je passe sur toute la phase de recherche et de mise en place. Et au départ, sur les conseils d'ailleurs du maître de notre aide au maître d'ouvrage, parce qu'on était parti dans une grande ambition, on ouvre pour 30 000 étudiants. Nous avons démarré sur un choix d'étudiants homogènes de 700 à 800 étudiants en sciences dures. C'est-à-dire des étudiants qui étaient en licence de première année de maths info. Et vu après coup, je ne crois pas qu'on avait fait tout à fait le bon choix. Les services offerts, eh bien, on avait les bases de l'ENT, c'est-à-dire un système d'annonces personnalisé. On était très ambitieux sur ce système d'annonces. Chaque unité d'enseignement allait être capable, à partir de ça, d'afficher pour ses étudiants les informations qu'ils voulaient. Le courrier, évidemment, électronique au travers pour tous les étudiants. Des espaces de cours pour déposer les cours. Mais là, on a assez vite réalisé que nous avions une technologie qui était un petit peu rudimentaire là-dessus, qui devait être complétée. Mais heureusement pour ça, nous avions la plateforme WebCity qu'on a intégrée nous-mêmes rapidement, un minimum à l'intérieur, pour ne pas faire plusieurs identifications. On a fait la même chose pour la e-scolarité qui existait déjà auparavant. Bref, on a rajouté des briques par derrière et on a immédiatement pensé aussi à mettre les bibliothèques. Il n'était pas question de démarrer sans les bibliothèques qui, parallèlement, avaient complètement revu leur système d'information documentaire, aussi sur des bases open source, mais cette fois-ci entièrement développées à l'extérieur par une entreprise spécialisée. Bien, il ne suffit pas de mettre des technologies en place, il faut attirer les clients, si j'ose dire. Et on a commencé la rentrée avec beaucoup d'enthousiasme à faire une campagne auprès des étudiants. On est passé dans tous les amphithéâtres pour accueillir tous ces nouveaux étudiants. L1, dans le jargon, c'est la première année de licence. Donc il y avait des amphis des amphis de début d'année. On s'est fait une petite place à côté des enseignants traditionnels qui déjà trouvaient qu'ils n'avaient pas trop de temps pour dire « vous allez voir, ça va être vachement bien, vous allez trouver tout dans ce portail ». On a fait des démarches auprès des enseignants et des secrétariats pédagogiques. On a même formé des moniteurs, mais ça, c'est arrivé un peu tard parce que c'était au deuxième semestre le temps de mettre les choses en place. Mais dès le départ, on a rencontré quand même des difficultés. Les enseignants n'étaient jamais libres pour qu'on les rencontre tous au même moment. Et je rappelle, nous sommes une université de recherche, essentiellement. Donc, ils viennent faire leur enseignement, ils le font bien, mais ils ne font pas plus. Et à ce moment-là, ils étaient occupés, ils n'étaient pas là. Et on les touchait petit à petit, par petits bouts, mais pas tous. Et puis, nous n'avons pas fait de formation systématique du personnel et des secrétariats, et tout simplement, nous n'avions aucun moyen de les obliger à suivre une formation systématique pour utiliser les outils à ce moment-là. Donc en gros, un accueil chaleureux, mais beaucoup d'interrogations, et bon, ils sont sympas, ils nous proposent des choses, mais vraiment, à quoi vont s'en servir? Ils n'étaient pas convaincus. Et puis, on est retombé très brutalement, très rapidement. On s'est aperçu rapidement, en gros, un mois après le début de l'année, eh bien, que les étudiants, ils étaient dans l'annuaire, certes, ils avaient leur login et password, pas de problème, mais le profil, il n'y était pas. Nous ne savions pas, à partir de l'annuaire, quelles étaient les unités d'enseignement que suivaient nos étudiants. Ça, c'était un problème, et on ne comprenait vraiment pas pourquoi. On a évidemment attaqué la e-scolarité et tout le système en disant qu'il ne marche pas. On était complètement dans l'erreur de ce point de vue-là. Il y avait aussi une très grosse perplexité des enseignants. Nous sommes, je le répète, une université qui est très avancée au niveau technologique. En gros, je crois qu'on doit avoir 2 ordinateurs en moyenne par enseignant ou par personnel dans l'université. Il doit y avoir quelque chose comme une centaine de serveurs web dans chaque gros laboratoire alsien. Donc, ils disaient, ouais, bon, vous me proposez des espaces pour déposer mes cours. Le centre de production multimédia que je dirigeais à l'époque proposait aussi ses services pour mettre en place les cours. Mais moi, je me débrouille très bien. Je mets des documents PDF sur le serveur de mon laboratoire dans un coin. Je donne l'adresse à mes étudiants. Qu'est-ce que vous m'apportez? Et en plus, comme nous avions fait le choix du L1 Math Info, que l'UFR, autrement dit, je dirais la faculté d'informatique était par derrière, ils avaient tout un ensemble de choses qu'ils avaient déjà mis en place pour leurs étudiants. Ils ne voyaient pas très bien ce qu'on leur apportait. Alors, évidemment, les points sur lesquels on pouvait attirer, c'était la plateforme d'enseignement qu'utilisaient certains, c'était aussi les bibliothèques, c'était l'accès à la e-scolarité ou au courrier électronique, mais il y avait quand même un inconvénient, c'est que tout ça, ils pouvaient y accéder directement en allant directement sur les différents serveurs. Donc pourquoi rentrer dans un ENF, donc à l'époque on utilisait le terme ENF pour dire environnement numérique de formation, pourquoi rentrer dans un ENF si c'était après pour aller à des services qui pouvaient pointer directement parce que tout le monde connaissait les adresses. Donc on patinait pas mal de ce côté-là et on a commencé à se dire qu'on n'avait peut-être pas le groupe de test le plus facile.
Alors il y a eu à ce moment-là une série de circonstances qui a fait qu'on a rencontré, on s'est retourné plus spécialement vers les médecins. Et vers les médecins, c'était infiniment plus simple. D'abord parce que l'organisation des études de première année de médecine en France, qui est particulièrement imbécile, je dois le dire, fait que tout le monde a le droit de s'inscrire dans une faculté de médecine, sans réserve, mais au bout de l'année, il y a un concours. Et donc, pour vous donner un chiffre, cette année, on en est à 2350 étudiants en première année, on en garde 400 pour la deuxième année. Donc ça, c'est complètement imbécile. J'espère que ce sera réformé rapidement. Mais nous nous trouvons dans les universités à traiter des masses d'étudiants absolument importantes. C'est-à-dire que vous avez le professeur dans un amphi, et puis on équipe des tas de salles avec des projecteurs vidéo, et les étudiants suivent à distance sans voir le professeur. Ça a été le vrai facteur déclenchant du succès qu'on a eu auprès des étudiants de médecine. Mais d'autre part, nous avions d'autres facteurs qui étaient importants. Des étudiants très motivés, ils veulent suivre leur cours, parce qu'ils ont un concours au bout de l'année. Et impossibilité, disons, pour les enseignants de s'adresser directement à chacun de leurs étudiants devant cette masse-là. Et en plus, une organisation extrêmement simple, parce que ces 2000 étudiants, c'est le même profil. Il n'y a pas des diversités de UE qui sont réparties ou qui sont employées de façon différente. Donc, en gros, il suffisait de dire, c'est un étudiant de première année de médecine, on avait le profil. Et donc, ça nous résolvait nos problèmes d'annuaire. Il y avait donc aussi le soutien fort du doyen qui demandait obligatoirement aux enseignants de mettre leurs documents sous forme de documents électroniques quelque part à l'université. Et puis donc un service nouveau pour lequel le doyen était venu me trouver en me disant ça ne colle pas d'avoir tous mes étudiants qui sont dans toutes les salles disponibles à l'université en vidéo, est-ce qu'ils peuvent avoir ça de leur domicile? Et à l'époque, nous avons pris le challenge au vol, nous avons dit si on peut organiser ça, on peut s'arranger pour diffuser les cours en direct et en différé, mais il faudra passer par l'ENF. Alors à partir du moment où on apportait le service à travers l'ENF, les étudiants étaient bien obligés d'y aller. Et comme d'autre part, on a proposé aux doyens que les documents des enseignants soient dans l'ENF et nulle part ailleurs, que nous avions affaire à une population qui nous a suivis, je vais y venir après pourquoi, nous avions donc maintenant tous les éléments pour réussir les choses. Effectivement, vous avez la masse des choses qui a été mise en accès pour les étudiants, les documents de cours, l'accès aux revues scientifiques à distance. Alors quand j'ai dit l'accès aux revues scientifiques à distance, l'accès aux revues scientifiques à distance se fait depuis un certain nombre d'années déjà sur le campus. L'idée était que depuis son domicile, un enseignant ou un étudiant puisse y accéder. Et pour ça, il faut s'identifier. Et le portail était le moyen idéal pour identifier les gens. Et on s'est dit aussi, on va mettre un tutorat en place à travers la plateforme d'enseignement, avec tout ce qu'on pourra mettre par derrière. Et on avait aussi, au niveau, je dirais, des enseignants, une population qui était peu éduquée aux nouvelles technologies. Les médecins, ils ont d'autres choses à faire que d'utiliser des ordinateurs. Donc, ils n'avaient rien fait auparavant. Ils étaient très heureux qu'on leur donne tous ces moyens. Alors que dans les sciences dures, où ils utilisaient tous leurs ordinateurs, ils avaient tous des serveurs web à droite et à gauche, ils avaient déjà leur manière de mettre leurs documents à disposition des étudiants qui résolvaient à leur niveau les choses de façon satisfaisante. Donc là, maintenant, on avait tout ce qu'il fallait. Alors, voici donc, en gros, le schéma, on peut dire, des vidéos qu'on diffuse pour les étudiants chaque année. Je vous ai mis le schéma uniquement pour montrer la chose qui est en bas à droite, le portail ENT. Il n'y a aucun moyen pour les étudiants de voir les vidéos autrement que passant par le portail. Donc, un étudiant s'identifie. Dans la page d'accueil, à l'intérieur, une fois identifié, si un cours se déroule, il y a un petit clap, il clique, il voit le cours, en direct. Et puis, si le cours est fini, il est automatiquement archivé ailleurs, dans une page qui s'appelle « Mes documents de cours », et à l'intérieur, il va choisir le cours qu'il veut regarder à nouveau. Alors évidemment, puisqu'il fallait aller dans l'ENT, ça marche bien. 450 heures de cours par an, nous en sommes à la 2e année, pas une heure de perdu, jusqu'à 600 connexions simultanées, les jours de crise, en particulier les grèves que nous avons eues dans les transports au début de l'année, vers le mois de janvier, ont été très satisfaisantes pour nous, parce que là, vraiment, on a battu tous nos records de connexions simultanées. On a même monté aux alentours de 700 à certaines heures. On commençait à avoir peur que nos serveurs décrochent, parce que là, ça faisait beaucoup. Au passage, un petit bémol, on était persuadé que tous ces étudiants allaient suivre très bien, et techniquement, on ne demande pas plus qu'une ligne ADSL à 500 mégabits. Je peux vous dire que 20% des étudiants ont du mal à suivre les cours, même avec des moyens aussi modestes, parce qu'en réalité, les fournisseurs de services ADSL, et je dis ça pour tempérer un peu un enthousiasme du premier conférencier que j'ai entendu, ne délivrent pas le débit qu'ils sont censés donner, en tout cas sur des périodes aussi longues qu'un cours de 2 heures. Donc 20% de nos étudiants se plaignent de décrocher régulièrement, et ça, c'est dû au problème de réseau qu'ils rencontrent à leur domicile. Et puis donc, emploi massif des nouveaux services, qui a très très bien réussi.
Donc si je vous présente ces étudiants de première année de médecine, dès la première phase, dès la deuxième année du prototype, on avait parfaitement réussi. Le bilan était mitigé en sciences dures, parce qu'on n'avait toujours pas la possibilité d'avoir des profils à jour en ce qui concernait les étudiants. Et je vais vous annoncer qu'on ne les a toujours pas, on a toujours un problème de ce côté-là. Je viendrai plus tard sur les raisons. Nous avions des difficultés, comme je vous l'ai dit, à convaincre les enseignants d'utiliser ces choses-là, parce qu'en fait, on ne proposait pas au niveau des sciences dures des services vraiment nouveaux. Tandis qu'en médecine, ça a très très bien marché. Bien, ça, c'était donc le début. Et maintenant, on passe à la suite, la décision d'un déploiement en vraie grandeur au niveau de tous les étudiants universitaires. Alors je me suis trompé, là c'est pas au printemps 2006 que la décision a été vraiment prise, c'est plutôt à l'automne 2006, et on a décidé que pour pouvoir mettre en place quelque chose qui irait pour tous les étudiants, il fallait résoudre ce problème de profil. Ça tombait bien, le secrétaire général était en train de mettre en place une évolution de la scolarité où on décentralisait le service central et où on ferait en même temps les aspects d'inscription administrative et les aspects d'inscription pédagogique. Je me souviens de longues discussions avec le secrétaire général à ce moment-là qui me disait « Tu vas voir, il n'y a aucun problème, on pourra même inscrire les étudiants pédagogiquement avant que tous les aspects administratifs, y compris les paiements, soient faits. » Et nous, après tout, ce qui nous importait, c'était les inscriptions pédagogiques. Donc, on était très contents, on se disait donc qu'on allait pouvoir ouvrir ça. Et parallèlement, on s'est dit, on va aussi maintenant compléter l'ENF pour l'ouvrir pour le personnel. Et l'ENF est devenu un ENT, environnement numérique de travail, puisque maintenant, il devait porter sur le personnel, enseignants, techniciens, ingénieurs, aussi bien que sur les étudiants. Ce qui voulait donc dire déploiement de nouveaux services. En même temps, on avançait sur d'autres choses. On a beaucoup travaillé en termes technologiques. On a remplacé notre plateforme WebCity par une plateforme open source qui est Sakai. Des tas de raisons pour ça que je n'ai pas le temps de discuter là-dessus, mais une technologie en particulier remarquablement intégrée par rapport à notre choix technologique pour le portail lui-même. On a ajouté des nouvelles fonctionnalités. En réalité, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à mettre en place l'accès aux revues. Nous avons ajouté aussi des produits que nous avons achetés, une formation en ligne à l'informatique et à l'Internet pour tous les personnels, pour tous les étudiants qui étaient disponibles et uniquement à travers le NT. C'était une façon d'attirer les gens. Nous avons décidé de mettre en place un affichage distant. Affichage distant, c'est tout simplement pour la possibilité pour les étudiants, à travers une interface web, de n'importe où dans le monde, d'un cybercafé ou leur domicile, d'accéder au serveur de l'université pour utiliser des outils logiciels qu'ils ne peuvent pas avoir sur leur machine, comme par exemple du calcul formel, des logiciels de statistique, etc., etc. Et aussi la mise en place d'un CMS, donc Content Management System, un système pour permettre aux différents services de gérer proprement des informations dans des pages web sans besoin de compétences technologiques. Et pour ça, on a commencé déjà par décider de enrichir l'interface ENT pour le rendre plus plaisant, pour lui permettre d'incorporer toutes ces nouvelles technologies. Tout ça s'annonce bien. Voilà un petit peu un certain nombre de choses qui indiquent les principales choses. J'ai mis à droite vidéo live, donc l'aspect cours en ligne sous forme de vidéo que nous avions mis en place. Bien. Et on a décidé de déploiement. Et le déploiement, en fait, c'était donc octobre 2007, l'année. Bien, en juin 2007, donc, je reçois commandement du président de déployer le NT à l'ensemble des étudiants de L au 30 septembre 2007. Fort de notre expérience après, j'indique, moi, les prérequis et je me retourne vers la direction des systèmes d'information, mon alter ego qui gère un petit peu les serveurs, qui gère l'annuaire, les systèmes d'information de gestion, demandant impérativement sur l'affirmation que m'avait fait le secrétaire général, le fait que les étudiants de L en particulier doivent apparaître avec toutes leurs UE dès le début de l'année. Je demandais aussi le traitement des étudiants qui sont des cas particuliers. Il y a 2 cas particuliers chez nous. La formation à distance classique, c'est-à-dire qui suivent le cursus universitaire, mais comme techniquement, c'est le Centre national d'enseignement à distance qui gère ces inscriptions, pratiquement on les inscrit plus tard dans l'année. Et puis j'ai aussi la formation permanente au sens classique du terme, qui utilise aussi les moyens et qui ne passe pas par les filières de la scolarité classique. Pas de problème de ce côté-là annoncé. Mois d'octobre arrive, en fait, nous étions nous-mêmes un peu en retard sur le thème technologique, et on s'est aperçu qu'en fait, les étudiants n'étaient toujours pas dans l'annuaire. Quand je dis pas dans l'annuaire, certains y étaient, d'autres n'y étaient pas. Nous n'avions même pas, d'algorithme pour nous dire telle catégorie d'étudiants est ou n'est pas dans l'annuaire. En réalité, nous sommes tombés sur des problèmes tout à fait ailleurs que la technologie. C'est que les problèmes d'organisation ont été complètement sous-estimés. Le secrétaire général n'avait pas réalisé effectivement comment ça se passait au niveau des services. En réalité, comment les services pédagogiques utilisent-ils les outils qu'ils ont à leur disposition
et qui gèrent les étudiants et doivent donc abonder l'annuaire. Eh bien, ils s'en servent comme base de données pour valider les UE acceptés. Et en fait, ils tiennent donc les choses ouvertes jusqu'à la veille des examens. Donc, par exemple, pour le premier semestre, les examens se déroulant en janvier, ils laissent des choses ouvertes jusqu'à janvier de façon à pouvoir traiter les derniers cas. Et ils font les bascules d'un coup. Je ne peux pas vous dire si c'est simplement par habitude ou si c'est aussi parce que les interfaces ne sont pas suffisamment ergonomiques. Il doit y avoir un peu des deux. Et quant à la gestion quotidienne des étudiants dans les UE, dans les groupes, ben, ils ont leur outil Excel sur les ordinateurs locaux. Mais ça ne remonte pas dans les bases de données de l'université, donc ça ne remonte pas dans l'annuaire de l'université. Donc, en gros, c'est ce que j'ai dit ici, ils travaillent à la main pour la gestion des groupes pédagogiques. Et modifier ce comportement, bien, ce n'est pas évident. C'est une refonte complète des procédures. Et en gros, nous avons anticipé une refonte de procédures qui est liée à du personnel humain. En plus, il faut reconnaître, malheureusement, ce n'est pas notre faute, mais c'est ainsi qu'en moyenne, le personnel qui est utilisé n'est pas un personnel qui a une très haute qualification. Donc, on a de très grosses difficultés de ce côté. Pendant ce temps-là, on n'a eu aucun problème à généraliser progressivement. Dès le début, moi je vous parle du mois de novembre, l'ENT s'était généralisé au niveau des 4 premières années de médecine, parce qu'à chaque fois, on a des populations relativement homogènes et les caractéristiques que je vous donnais par avant. Donc en gros, on s'est retrouvé vers décembre, des choses qui continuaient à être assez insatisfaisantes pour les sciences dures et qui marchaient très très bien pour les étudiants en médecine. Pendant ce temps-là, on a commencé à ouvrir l'ENT en ce qui concernait le personnel de l'université. Et là, notre chance, si j'ose dire, a été la refonte complète du système financier. Nous sommes passés à une technologie SAP. Pour ceux qui connaissent SAP, il n'y a pas pire, je dois dire, pour obliger à avoir des procédures rigoureuses. Donc là, c'était périr ou survivre. Et quand on parle finance, eh bien, on tente de survivre. Là, il y avait vraiment une obligation de vivre, sinon c'était tout simplement les services qui n'allaient pas vivre. Et nous avons commencé à travailler au mois d'octobre et nous avons démarré au 1er janvier avec nos nouveaux systèmes. Donc là, pas question, il fallait former les gens. On a formé comment? En déposant des documents dans l'ENT, en mettant les gens à travers celui-ci. Et donc pour ce personnel, ça a été cas un cas, ça a été grinçant, mais là, l'ENT a tout de suite fonctionné. Il y avait une obligation de passer par l'ENT pour accéder aux produits, pour accéder aux documentations, pour accéder aux procédures. Donc, vous voyez, là, j'ai un peu anticipé sur tout ça, sur la façon dont les choses se sont passées. Et donc, nous avons rencontré un certain nombre de difficultés. Il y en a d'autres qu'on a rencontrées qui sont plus technologiques. Et là, on a été un petit peu pris de court, mais on s'en est pas trop mal sorti. C'est que quand passer de petits flux d'étudiants et de personnel à des gros flux, eh bien, ça a eu un impact technologique. On a dû multiplier les serveurs en parallèle. On a dû mettre des systèmes d'équilibrage de charge. La plateforme d'enseignement Sakai a rencontré un succès puisque fin décembre, nous en étions à 9000 étudiants dans cette plateforme, alors qu'auparavant, on n'avait pas dépassé 3 ou 4000 dans l'ancienne plateforme. Et donc, de ce côté-là, on a été obligé d'accélérer les déploiements. Et là, il y a déjà des problèmes sur lesquels on a patiné, c'est que la limitation des forces disponibles, je parle des ingénieurs disponibles, a obligé à ce moment-là à retarder la mise en place de certains outils. Et ce fameux affichage distant dont je vous parlais tout à l'heure, qui pour moi allait être un point fondamental pour être capable d'attirer les étudiants de sciences dures, mais il n'est toujours pas en service, parce qu'on n'a pas trouvé le temps, avec les moyens dont nous disposions, de mettre en place ces choses-là. Donc le manque de moyens humains a été sous-estimé. Et là, je le redirai, mais l'open source, ce n'est pas gratuit. C'est comme pour les bibliothèques. Ça coûte très très cher. Mais cette fois-ci, vous ne le payez pas en monnaie sonnante et trébuchante, vous le payez en investissement de personnel. Moi, quand je fais mes comptes, être passé de WebCity à Sakai, ça me coûte à peu près le même prix à l'heure actuelle, parce que ce que je ne paye pas en argent, je le paye sous forme d'ingénieur. Bien, donc maintenant, je vous fais le bilan pour avril. Maintenant, pour la médecine, ça roule. Tout marche bien, ils sont contents, il y a des petits détails qu'il faut améliorer, mais je n'ai pas grand-chose à dire. L'appropriation par les personnels concernés pour la gestion financière, ça marche bien aussi. Le service de communication s'est accaparé la chose et commence à l'utiliser. On a essayé des choses en grand pour les élections qui ont eu lieu, puisque vous savez qu'en France, une loi d'autonomie nous a amené à renouveler complètement nos conseils. On a travaillé là-dedans. Et pour les chercheurs, l'accès aux revues, ça a été le moyen de les motiver, puisqu'ils peuvent, depuis leur domicile, travailler de ce côté-là. La première difficulté qu'on a rencontrée, en fait, je vous le dis tout de suite, c'est que pour l'immense majorité du personnel, ils ignoraient leur mot de passe. Parce qu'il avait été distribué il y a un certain nombre d'années déjà, quand l'annuaire avait été mis en place, pour qu'ils puissent d'ailleurs modifier leurs informations dans l'annuaire. C'était tombé dans les oubliettes, ils n'avaient pas modifié leurs informations dans l'annuaire, et on a quand même pas mal patiné avant que les gens commencent à venir. Mais pour les autres outils, vous voyez, on n'a pas eu le temps d'avancer.
Voilà, donc vous voyez qu'il y a des choses qui marchent bien et des choses qui marchent moins bien. Et maintenant, je vais vous dire un peu notre bilan et ma réflexion sur comment nous faisons et comment nous allons continuer. Donc on a 3 types de difficultés. Des difficultés d'organisation, dont les profils, j'ai longuement insisté. La formation et l'appropriation de l'ENT par les personnels. On a en partie manqué le coche jusqu'à présent, sauf dans le cadre de la gestion financière et comptable. Les problèmes techniques, on a un problème récurrent d'insuffisance de personnel compétent. Je répète encore, nous avons beaucoup de développement à faire nous-mêmes puisque nous sommes en open source, et ça demande du personnel. Et nous avons des difficultés à externaliser, mais des difficultés qui sont à la fois, je dirais, de principe. On n'aime pas dans l'université externaliser de ses développements informatiques. Il y a aussi que rédiger des cahiers des charges, suivre le travail. On n'est pas non plus tellement bien éduqué, ça n'est pas évident. Et en ce qui concerne le développement, on est bon pour faire des prototypes. Passer aux produits je dirais, industriels, on est moins bon. Et ça, ce n'est pas particulier aux Français, c'est général de façon générale. Donc, il y a ces problèmes-là. Mais ça, ce n'est pas le plus grand. Le vrai problème que nous avons actuellement, ce sont des problèmes d'organisation. D'abord, au niveau des développements, il faut faire travailler ensemble des tas de gens. Il y avait d'une part les gens qui maintiennent les serveurs. Il y avait les gens de mon service qui maintiennent les applications et qui font l'interface avec les utilisateurs. Il y a des partenaires extérieurs, parce que tout ça, je ne vous l'ai pas mentionné, mais nous travaillons avec nos partenaires dans différents cadres de différentes organisations, avec différentes administrations, la ville, la région, le ministère, etc. Au niveau de l'université, pour le fonctionnement, je vous l'ai expliqué notamment pour les procédures d'inscription, avec les administrations centrales, délocalisées, les services d'enseignement, et évidemment les enseignants, les UFR et les laboratoires. Les aspects techniques, un autre aspect, c'est que maintenant, le système s'est énormément complexifié. On ne fait pas fonctionner ça avec une machine centrale. Si je voulais résumer le fonctionnement, c'est une dizaine de serveurs qui coopèrent. Donc quand vous avez une panne, il faut trouver quel est le bon serveur. Et comme ce n'est pas les mêmes équipes qui maintiennent, en fonction des techniques qui sont par derrière, forcément les mêmes serveurs, c'est jamais ma faute, c'est celui du voisin. Quand un jour, au niveau du service informatique de gestion, qui lui se trouvait encore dans un endroit délocalisé, puisque nous avons des gros problèmes d'amiante et on a dû éclater une partie du campus, ils ont eu une réfection du circuit électrique, c'était il y a 2 ans, ils n'ont pas pensé malice, le courant a été coupé pendant toute une matinée, là-bas. Ils pensaient que ça arrêtait la scolarité. Arrêter la scolarité, c'était pas grave, le service de scolarité était fermé. Oui, mais ça arrêtait aussi l'annuaire, donc tous les services sont arrêtés. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble à repenser maintenant, et qui est en cours, qui avance, au rythme où ça peut avancer, pour faire fonctionner cet ensemble-là. Et puis, par derrière, à partir de ce moment-là, il y a les problèmes de continuité de fonctionnement, de qualité de service. 24 heures sur 24, 7 jours par 7, c'est facile à dire, mais il faut encore, et nous ne l'avons pas fait pour l'instant, mis en place des systèmes d'astreinte. C'est pas prévu dans les statuts, ces systèmes d'astreinte. Il n'y a pas d'argent disponible pour payer en heures supplémentaires les ingénieurs. On ne voit pas pourquoi ils le feraient une fois de temps en temps, mais de façon générale. Et puis c'est bien de mettre encore des applications en place, mais le helpdesk, l'assistance utilisateur, les guides en ligne n'ont pas vraiment suivi. Il y a encore énormément d'efforts à faire de ce côté-là. Il y a des questions, tout simplement, on n'y a pas forcément toujours pensé, on n'a pas eu le temps aussi, très souvent, de mettre en place ces services. À l'heure actuelle, le service direct aux étudiants est encore assez médiocre, tout simplement parce qu'on est un petit peu effrayé de la masse de personnel que ça va nous demander simplement pour cette partie-là. Ça commence. Mais vous voyez, il y a des choses quand même qui se mettent en place. Il y a toute une structure informatique qui s'est mise en place dans l'université. COSTRASI, ça veut dire le comité stratégique des systèmes d'information. C'est sous la présidence du président de l'université. Ça se réunit une fois par mois. Ça fait le point du fonctionnement, et en particulier de l'ENT, mais de façon générale du système d'information. Il y a le directeur des systèmes d'information. J'y suis moi-même. Il y a le secrétaire général. Autrement dit, il y a les responsables administratifs et techniques et pédagogiques qui sont présents là-dedans, et on décide, on voit ce qui va pas, ce qui va, et on organise, je dirais, les développements. En ce qui concerne l'ENT proprement dit, il y a un comité de pilotage qui a été mis en place, dont j'ai la responsabilité, et qui contient des représentants je dirais, de tous les grands secteurs de l'université, bibliothèque, enseignement, administration, et j'en oublie, c'est une douzaine de personnes qui se réunissent aussi une fois par mois, qui discutent, qui font des propositions ensuite au COSTRASI chaque mois. Et évidemment, par derrière, c'est la DSI, le GTIS qui, en fonction de leur responsabilité relative, organisent et font les choses. Le schéma, évidemment, est aussi un petit peu idéal, ça ne marche pas toujours aussi bien, parce que les urgences se mettent brusquement au milieu de tout ça, mais il y a quand même quelque chose qui se met progressivement en place, qui s'organise. Le COSTRASI existe depuis, je dirais, moins de 2 ans maintenant, et je dirais qu'on commence seulement à avoir quelque chose qui fonctionne assez correctement. Mais c'est vraiment que le début. Donc je vous ai dit qu'on a un gros problème, il faut absolument qu'on avance là-dessus, vers le helpdesk.
Donc pour l'instant, on l'a mis en place essentiellement pour le personnel. Il faut qu'on continue par le mettre en place aussi pour les étudiants. Mais là, on est un petit peu effrayé, je dirais, par la masse qu'il va falloir traiter. 30 000 étudiants, c'est pas rien. Et nous n'avons pas suffisamment de personnel, et nous n'avons pas suffisamment de personnel compétent. Quand vous avez du personnel qui est à l'accueil du libre-service, c'est bien pour dépanner un ordinateur redémarré ou aller chercher une autre unité centrale si une première est en panne. Ce n'est pas exactement la même chose au niveau formation, même si techniquement il pourrait répondre, que d'avoir quelqu'un qui soit capable de répondre clairement à un étudiant. Ça demande toute une éducation qu'on n'a pas encore mise en place. Et en ce qui concerne le personnel, maintenant il est décidé, sur la lumière de ce qui s'est fait pour le système financier et comptable, qu'il n'y aurait aucun service qui serait ouvert pour le personnel, comme par exemple pouvoir publier des annonces ou déposer des documents, sans formation initiale, sur le modèle de la comptabilité. Et ça, c'est un plan de formation que nous mettons en place pour la rentrée prochaine. Nous voulons rendre évidemment le passage par l'ENT incontournable pour toutes les applications. Nous allons à la rentrée prochaine rendre obligatoire les annonces des différentes unités d'enseignement dans l'ENT. Et jusqu'ici, le président n'avait pas, disons, obligé les services à le faire. À partir de la rentrée, ce sera fait. Mais comme nous avons toujours ce problème, ce foutu problème d'annuaire qui n'est pas capable de donner les profils exacts au bon moment, la seule solution que nous avons trouvée, et en fait, je réinvente la roue parce que d'autres l'ont fait bien avant moi, c'est ce qu'on appelle le modèle déclaratif. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les étudiants qui choisiront les annonces qu'ils voudront, par exemple, en fonction des cours qu'ils suivent. On va leur proposer les annonces des différents services et eux s'y inscriront. Et de façon générale, ce que nous allons développer en attendant le jour peut-être mythique où nous aurons vraiment des profils à jour, puisque la scolarité est aussi complètement en refonte aujourd'hui, on va faire un modèle déclaratif, c'est-à-dire que c'est les étudiants qui s'inscrivent à un cours ou bien les professeurs qui l'inscrivent. Sakai, notre plateforme d'enseignement, fonctionne sur ce modèle et ça ne pose aucun problème. Les enseignants demandent à leurs étudiants leur identificatif, c'est une série de 7 chiffres. Ils le mettent ça, ils le collent d'un coup dans le cours qu'on leur ouvre, et à partir de ce moment-là, ils sont sûrs d'avoir leurs étudiants et ils peuvent réagir en temps réel si un étudiant s'ajoute ou un étudiant s'enlève. Donc, je veux dire que l'idée, vue de très loin, qu'on allait de façon centrale pouvoir définir les profils d'étudiants, vous voyez que j'en reviens de très loin. Je ne crois pas que nous l'attendrons avant longtemps, même avec un excellent outil de scolarité. Il faudra encore, de ce côté-là, changer les mentalités, changer les façons de fonctionner des gens, et ça prendra du temps. Donc, de toute façon, nous sommes dans le modèle déclaratif pendant très longtemps pour des tas d'outils que j'ai cités ici, e-scolarité, LMS, outils d'enseignement, etc. Rendre l'ENT aussi indispensable, c'est d'utiliser des outils innovants. La vidéo des cours en direct, c'est fait. Je veux le généraliser, mais je rentre encore là sur des problèmes qui ne sont pas des problèmes techniques, mais que un certain nombre d'enseignants n'ont pas envie d'être filmés. L'accès aux revues scientifiques, c'est gagné, on n'en parle plus. Nous allons ouvrir pour la rentrée, justement, je reviens sur ce qui avait été dit par le premier conférencier, la télévision c'est bien, mais c'est à sens unique. Nous allons ouvrir pour la rentrée ou un peu plus tard à ce moment-là un vrai service de web visioconférence, c'est-à-dire qu'un professeur pourra regrouper ses étudiants dans une classe virtuelle, et ceci de leur domicile avec une petite webcam qui le plus souvent maintenant est intégrée dans leur PC, pourront dialoguer en direct avec leurs étudiants. Je pense qu'on ne pourra pas dépasser des groupes de 20, mais techniquement, les solutions sont trouvées et ne posent aucun problème, les financements aussi. Et puis, pour la suite, on verra. On commence à faire des guides aux utilisateurs. Je vous ai expliqué qu'un document papier allait distribuer à 30 000 exemplaires, c'est-à-dire à tout le monde dans l'université. Nous développons les aides en ligne. Donc, si vous voulez, on est arrivé d'une vision un petit peu globale à une position beaucoup plus pragmatique. On y va petite brique par petite brique, à partir des moyens humains dont nous disposons, à partir des inerties et des difficultés que nous rencontrons sur le plan d'organisation, sur le plan des procédures et sur le plan des mentalités des gens. Donc, pour conclure, je dirais que l'ENT, c'est très réjouissant d'une certaine manière, parce que ça s'est révélé être un élément extrêmement structurant pour l'université, révélateur de nos méthodes de travail, qui nous a, je dirais, mis des coups de pied dans les fesses, et qui nous oblige à progresser, qui nous oblige à redéfinir un véritable système d'information, beaucoup plus qu'avant, à intégrer les différentes fonctionnalités, parce que lui, il a besoin, pour construire ses profils, de tous ces éléments, et il faut des relations cohérentes entre les différents outils, la base du personnel, la base des étudiants, l'organisation hiérarchique de qui fait quoi et comment. Avant, c'était un petit peu à la bonne franquette. Définir le flux d'informations, et ça, c'est lourd, ça prend du temps. Et c'est grâce à la limite, à cette ENT et aux obstacles qu'on a rencontrés que nous arrivons maintenant à mettre ceci en fin. Voilà, donc un ENT, c'est exigeant, c'est complexe à faire fonctionner. Il y a des exigences de qualité. Vous n'avez pas un ENT qui fonctionne 3 heures par jour ou qui tombe une demi-heure en panne. On a des pannes de temps en temps, mais tout de suite, ça hurle. C'est pas normal. Il faut donc des choses extrêmement robustes,
Donc des compétences techniques, assistance, disponibilité du personnel. Et là, on peut commencer à se poser le problème de qui fait les développements. Est-ce qu'on fait en interne? Est-ce qu'on sous-traite à l'extérieur? Compte tenu des moyens limités, mais évidemment, on se pose des aspects financiers. Mais je répète encore une fois, quand on développe en interne, ça n'est pas gratuit. Soit on doit engager des ingénieurs sur des contrats à durée limitée, donc sur les budgets des services directement, soit on doit prendre des postes de fonctionnaires qui ne servent pas à autre chose. Et là, je veux dire que la discussion entre open source et propriétaire, c'est certainement pas sur le plan financier qu'il faut la mener, mais sur d'autres plans qu'il faut vraiment le considérer, en ce qui concerne en tout cas un système aussi complexe que celui que nous voulons mettre en œuvre. Voilà, j'arrive à la fin, donc ça doit être innovant. Il faut absolument qu'on arrive à avoir des profils d'utilisateurs aussi différenciés, excusez-moi, que possible. Parce qu'un ENT, ça n'est pas un simple intranet. Notre ambition continue à être au-delà. Et nous voulons continuer à avoir donc des services qui soient profilés en fonction des personnes. Bien, j'en suis à la fin. Donc l'ENT n'est pas la chose des informaticiens, hein, ce n'est pas eux qui décident des choses, ce n'est pas eux qui mettent les choses en place, parce que ce n'est pas eux qui ont une idée de ce que préfèrent les gens. C'était peut-être aussi un peu le défaut des choses au début en ce qui nous concernait. Ils sont maîtres d'œuvre, ils ne sont pas maîtres d'ouvrage, et attention à cette tentation, ils ont toujours la tentation de devenir maîtres d'ouvrage à la place des maîtres d'œuvre. Il faut donc qu'il y ait une appropriation qui se fasse par les différentes directions de l'université. C'est un engagement de tous les niveaux, et d'abord au plus haut niveau, donc au niveau du président et de la présidence. Je crois que j'en conclus là-dessus. Je voudrais simplement mentionner quelques personnes qui ont beaucoup participé là-dedans. Mes collègues à la faculté de médecine, il y en a qui sont investis d'une façon massive, qui ont passé des heures, des fous, il n'y a pas d'autre mot à dire. L'équipe des SI-ENT qui a en charge la lourde tâche de faire tourner ceci. Dans mon service, les ingénieurs qui, eux, travaillent aussi tous les jours là-dessus, et certainement beaucoup d'autres que j'oublie. Et puis, il y a beaucoup d'argent malgré tout investi. On a dû chercher de l'argent partout, au niveau du ministère lui-même, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, au niveau de la région, au niveau de la ville de Paris, dans des regroupements compliqués, administratifs à droite et à gauche. Il y a aussi beaucoup de temps à perdre de ce côté-là pour trouver les financements, et aussi au niveau d'autres entités de regroupements thématiques, par exemple l'Université médicale virtuelle francophone, qui nous a aussi beaucoup aidé pour la vidéo dedans. Voilà, je vous remercie. Vous avez là mes coordonnées. Merci, M. Helboin, pour ce brillant exposé, cette expérience très intéressante, de laquelle je retiendrai une idée, mais qu'on retrouve souvent dans les projets informatiques, et certainement quand ils sont liés à la gestion de l'information et à la formation, c'est que les professionnels des outils qui manipulent les outils tous les jours et qui sont au fait de ce qui se passe et de ce qui est possible, oublient trop souvent que les utilisateurs ne sont pas au même niveau que nous. Et nous les emmenons dans des aventures souvent à marche forcée, et on oublie de les former. Or, il y a là souvent un gouffre qu'on a des difficultés à prendre en compte, et nous devons souvent nous dire oui, mais nous devons aussi nous intéresser aux utilisateurs. On doit les former d'une part, et d'autre part, on doit leur apporter des valeurs ajoutées claires et évidentes. Et ce n'est pas toujours évident à assurer comme arrêt et comme regard. Ceci dit, y a-t-il des questions pour notre orateur? Là-bas, il y en a une là-bas au fond. Je vais donner le micro. Oui, c'était pour voir si vous étiez satisfait de l'aide de votre consultant, Capgemini, et par ailleurs, savoir si c'est aussi le consultant qui intervenait dans la mise en œuvre de SAP, ou si différentes équipes... Nous ne sommes... écoutez, en ce qui concerne consultant pour la mise en place de portail, moi, je ne suis pas satisfait, d'autres le sont plus. Je considère qu'il a gagné beaucoup d'argent pour le travail qu'il a fourni. Il faut être très clair. Malgré tout, il a eu un rôle positif, en ce sens qu'il nous a obligés à structurer les choses, et que le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur, ça nous obligeait malgré tout à une certaine démarche. Alors maintenant, est-ce qu'on l'a bien payé? Ça, c'est une autre question, et je vous ai donné mon point de vue. En ce qui concerne les développements SAP, ça, c'est quelque chose, d'abord, ce n'est pas mon domaine, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, qui s'est fait d'abord au niveau national, à travers l'agence de modernisation des universités et des établissements, avec des compléments, un prestataire extérieur. C'était assez dur, il y a des choses qui ont fonctionné, qui ne fonctionnent pas.
Moi, je pense que c'est les parties qui ont été développées spécialement pour l'université française, ce n'est pas le cœur du système SAP, mais je n'ai qu'un avis extérieur, je ne suis pas l'expert de la chose, et je n'avais aucune responsabilité dans cette partie-là. Mais enfin, aujourd'hui, ça marche. Merci. Malheureusement, le temps tourne rapidement. Nous n'avons plus l'occasion de prendre des questions. Je vais par contre passer la parole à M. Motte qui va clôturer la séance de ce matin. Voilà, merci beaucoup. Donc, pour respecter un peu le timing, je vous invite à rejoindre directement et à pied, ce n'est pas très loin, le réfectoire Langlois. Je demanderai à ceux qui connaissent le chemin de créer le mouvement. Donc directement au réfectoire Langlois pour les manifestations de cet après-midi. Et je vous assure que le soleil est toujours présent, donc vous pouvez y aller franchement à pied. C'est beaucoup plus facile, ça prend 2 minutes. Voilà, c'est en fait la deuxième tour au bas du rond-point Marsipulami, l'entrée monumentale de l'ISEC, pour ceux qui connaissent. Voilà, merci et à tout de suite.